Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons partager les dernières tendances en gestion des risques et conformité. Pour démarrer, je vous propose deux illustrations récentes qui démontrent l'actualité du sujet avec des impacts sans précédent. Une fraude externe, le cas Target, l'équivalent de Carrefour aux États-Unis, victime d'un vol massif de données de cartes bancaires clients qui a entraîné la démission du PDG, une perte de 20 à 30% du chiffre d'affaires, en partie d'ailleurs en raison d'une gestion de crise défaillante. Une fraude interne, prenons le cas Volkswagen, au travers d'une non-conformité aux lois et aux règlements sur plus de 11 millions de véhicules à l'aide d'un logiciel cyber-trucker. Les origines sont multiples. Une gouvernance critiquée, une volonté d'être premier à tout prix, et certainement une erreur de risk management dans l'évaluation du risque de non-conformité. À ces nouveaux types d'attaques doivent correspondre de nouveaux moyens de défense. Nous observons en effet que la pression réglementaire de plus en plus forte et la révolution digitale obligent les entreprises à repenser leur stratégie de risk management, de contrôle interne et de conformité. Selon une étude EY mondiale, 82% des investisseurs institutionnels sont prêts à payer une prime pour une gestion des risques efficace. Paradoxalement, cette gestion des risques plus efficace ne s'accompagne pas nécessairement de coûts additionnels. L'étude montre que les entreprises dépensent parfois trop en matière de risque et de contrôle, surcoût de 30% en général. Nous y reviendrons. Enfin, et c'est rassurant, gérer ses risques, c'est aussi renforcer sa compétitivité. Selon l'étude, les 20% d'entreprises les plus matures en matière de risk management ont une rentabilité 3 fois supérieure aux 20% d'entreprises les moins matures. Pour répondre à ces nouveaux défis, la vision d'EY, c'est un chemin à accomplir par les entreprises ou organisations publiques pour une meilleure coordination et agilité de leur ligne de défense. Pour reprendre une image sportive, il faut défendre mieux et ensemble pour faire face à des attaquants multiples et bien organisés. Je vous propose de parcourir ensemble l'articulation des différentes lignes de défense. Sur les deux schémas suivants, vous retrouvez le modèle des 3 lignes de défense. Les business units constituent la première et principale ligne de défense, au contact direct des opérations, avec une supervision et un encadrement des équipes qui représentent le contrôle au quotidien. Les fonctions de la deuxième ligne de défense, en général des fonctions expertes, donnent des instructions à la première ligne en relayant l'appétence au risque de la direction générale. Dans chacun de leurs domaines de prédilection, elles effectuent une veille et relaient les directives à la première ligne. Gestion des risques, contrôle interne, bien sûr, mais aussi conformité, risque informatique, sécurité des systèmes d'information, juridique, fiscal, qualité, environnement, autant de fonctions expertes qui contribuent à la maîtrise du risque. En troisième ligne de défense, on trouve l'audit interne qui s'assure du correct fonctionnement des 2 premières lignes et rend compte à la direction générale et au comité d'audit. Nous aurons l'occasion d'y revenir par la suite. Sur le premier schéma, qui représente la situation la plus répandue, on s'aperçoit que ces fonctions travaillent plus ou moins en silo, avec 2 effets. Un reporting morcelé auprès de la direction générale et du comité d'audit, peu propice à une bonne prise de décision en termes de gestion des risques, des directives multiples et non coordonnées auprès de la première ligne de maîtrise, avec des déperditions d'énergie et parfois des empilements de couches du contrôle qui ne sont plus adaptés aux risques d'aujourd'hui. Pour résumer, chacun est très bon dans son domaine, mais défend sans regarder ce que font ses équipiers. Sur le deuxième schéma, qui représente la situation cible, on peut voir un reporting intégré de la maîtrise des risques auprès de la direction générale et du conseil d'administration, des directives cohérentes et agiles données auprès des business units. Les entreprises qui ont réussi cette transformation ont mis en place une actualisation régulière de leurs risques, en étant attentifs aux nouveaux risques. Ont précisé les modes de fonctionnement, au travers par exemple d'une charte GRC pour gouvernance, risque, conformité. Ont prévu une animation de ce dispositif, au travers d'un comité GRC. Enfin, ces entreprises ont harmonisé les référentiels et les méthodes dans les processus, en commençant d'ailleurs très souvent par l'élaboration d'un glossaire pour asseoir un vocabulaire commun. Très souvent, cette transformation s'accompagne de la mise en place d'un outil spécialisé pour faciliter le travail en commun des fonctions GRC, mais aussi la mise en place de reporting transverse consolidant en temps réel des données et des alertes de multiples sources. Passons maintenant à un zoom sur les 3 fonctions au cœur du dispositif de maîtrise des risques dans les processus opérationnels.
La gouvernance est un système par lequel une société ou un groupe de sociétés est dirigé et contrôlé en régulant les 3 pouvoirs suivants. Le pouvoir souverain, c'est-à-dire les actionnaires qui sont les véritables propriétaires de l'entreprise. Le pouvoir de surveillance, c'est-à-dire le conseil d'administration, conseil de surveillance le cas échéant, nommé par les actionnaires et souvent assisté d'un comité d'audit pour nos sujets de risque et de contrôle interne. Il définit notamment la stratégie de l'entreprise. Le pouvoir exécutif, c'est-à-dire l'équipe dirigeante nommée par le conseil d'administration et qui a la responsabilité de la mise en œuvre de la stratégie auprès des divisions et des business units. La gestion des risques, c'est le système par lequel une entreprise recense les facteurs endogènes ou exogènes pouvant, d'une part, l'empêcher d'atteindre ses objectifs stratégiques, d'autre part, compromettre les fondamentaux de son modèle économique, ou enfin, porter atteinte à ses actifs clés. La gestion des risques définit les plans de couverture les plus pertinents. Le contrôle interne, c'est le dispositif visant à contribuer à la maîtrise raisonnable des activités et à l'efficacité des opérations et des processus métiers. Il doit prendre en considération les risques significatifs de l'entreprise, que ceux-ci soient financiers, opérationnels ou de conformité réglementaire. Enfin, pour l'audit interne, nous reprenons la définition officielle de l'IIA, Institute of Internal Auditor, représenté en France par l'IFACI, Institut français de l'audit et du contrôle interne. L'audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle et de gouvernement d'entreprise, en faisant bien sûr des propositions pour renforcer leur efficacité. En tant que 3e et dernière ligne de défense, l'audit interne apporte par exemple un avis indépendant sur le fonctionnement des dispositifs de gestion globale des risques et de contrôle interne, qui sont des fonctions, comme vous le savez, de la 2e ligne de défense. Voilà, maintenant que ces notions n'ont plus de secret pour vous, et avant de vous lancer dans la modélisation de processus, retenez simplement 2 choses. La performance sans compliance, conformité, n'est que ruine de l'entreprise. En conséquence, un programme de transformation performant ne peut se faire sans un volet de transformation dédié aux fonctions du risque et du contrôle.